Pendant 42 ans, mon monde a tourné autour de Michel. Une vie bâtie brique par brique dans notre pavillon tranquille. Mais 1 mois seulement après sa mort, des inconnus ont commencé à appeler, déformant son héritage, exigeant des virements financiers urgents que je ne comprenais pas, profitant de mon chagrin à vif. Ils pensaient que j'étais juste une veuve perdue, facile à manipuler. Mais ils ne savaient pas que la jeune femme perspicace qui adorait les énigmes était sur le point de se réveiller. Avant de plonger plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, prenez une grande inspiration et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. Le silence après la mort de Michel fut le bruit le plus assourdissant, le plus écrasant que j'ai jamais connu. Notre solide maison en briques, la fierté de Michel avec sa vaste roseraie, semblait maintenant creuse. Un espace immense et résonnant. Chaque rayon de soleil traversant le salon, chaque craquement du vieux bois, semblait murmurer une absence à la fois visible et palpable. Pendant 42 ans, Michel et moi avions bâti une vie ici, brique par brique, souvenir par souvenir. Il était ma boussole, ma présence rassurante, celui qui me comprenait mieux que quiconque. Maintenant, il était juste, parti. Son fauteuil était vide, près de la fenêtre en saillie. Un livre posé face contre le coussin. Une accusation silencieuse contre la brutalité de la situation. Son parfum, autrefois. J'étais à peine à 1 mois de ce vide brut et douloureux, lorsque les appels téléphoniques ont commencé. Des sonneries insistantes de numéros que je ne reconnaissais pas, clignotant sur l'afficheur comme des fantômes indésirables. Les premières fois, je les ai laissés sur le répondeur, trop engourdis pour répondre, trop épuisés pour déchiffrer les messages brefs et professionnels qui s'accumulaient. Puis une lettre est arrivée, nettement, formellement, avec un logo élégant et en relief, du groupe financier Prestige. Elle parlait des collègues estimés de Michel, de sa affaires en suspens et de questions financières délicates qui exigeaient mon attention immédiate. Mon cœur s'est serré. Michel avait toujours géré nos finances, discrètement, efficacement. Il m'avait dit, avec ce sourire doux, « Toi, occupe-toi des livres et du jardin, Simone. Je m'occuperai du reste. » Je savais à peine où était le chéquier et encore moins comment démêler des affaires complexes. La voix à l'autre bout du fil, quand j'ai finalement répondu à une sonnerie persistante, était douce comme de la soie, débordant d'une sympathie fabriquée. « Madame Duval, mes plus sincères condoléances pour votre profonde perte. Je suis Romain, un proche associé de Michel. Il parlait de vous avec tant d'éloges. Il utilisait des mots comme « héritage » et « investissements urgents », parlant de la perspicacité de Michel, de son génie, sous-entendant une fenêtre de tir étroite pour protéger l'avenir de la famille. Sa partenaire, Solène, a ensuite rejoint un appel, sa voix tremblant d'une inquiétude qui semblait sincère, mentionnant une rare, dernière opportunité que Michel avait sécurisée juste avant son décès. Ces mots ont tordu quelque chose au plus profond de mes entrailles. Un goût amer. Il peignait un tableau saisissant de Michel sur le point de réaliser quelque chose de vraiment remarquable. Quelque chose que nous, c'est-à-dire moi, devions finaliser rapidement pour éviter de tout perdre. C'était beaucoup à assimiler alors que mon esprit était encore sous le choc des arrangements funéraires et des souvenirs fragmentés. Il filait des récits élaborés des grands projets de Michel, de sa confiance inébranlable en eux et de mon rôle vital pour que ses dernières volontés soient honorées. Je me sentais comme une marionnette, ma tête acquiesçant à des phrases que je comprenais à peine. « L'entiercement exige un virement immédiat », disait Romain, sa voix ferme,
autoritaire. Le portefeuille doit être rééquilibré avant la fin de la journée, ajoutait Solène, sa voix baissée avec urgence, accentuant la pression. Chaque conversation me laissait plus confuse, plus submergée et plus isolée. Mon estomac était un nœud serré, ma tête dans un brouillard perpétuel, refusant de dissiper le jargon financier. Le sommeil n'offrait aucune évasion, seulement des heures d'agitation à fixer le plafond, rejouant leurs mots confiants, essayant de donner un sens à un monde qui semblait soudain froid et transactionnel, exigeant des décisions que je n'étais pas capable de prendre. Ils étaient gentils. Pourtant, je ressentais un malaise croissant, une froide appréhension qui s'accrochait à moi, comme l'odeur de l'air vicié. J'étais juste une veuve, perdue et seule. Du moins le croyait-il. Mais au plus profond de moi, enfouie sous des couches de chagrin, une lueur de quelque chose d'autre a commencé à s'agiter. C'était le souvenir de cette jeune fille perspicace et curieuse qui adorait résoudre les énigmes, qui voyait des motifs là où d'autres voyaient le chaos. À l'époque, je passais des heures dans ma chambre, à résoudre des énigmes, à démêler des nœuds complexes de fils juste pour la satisfaction. Ce que Romain et Solène ne savaient pas, c'est que cette jeune fille, bien que plus âgée et le cœur brisé, n'avait pas complètement disparu. Ses instincts, dormant depuis des décennies, ont commencé à picoter, laissant entrevoir une dissonance cachée dans leur récit poli. Leur histoire parfaite présentait une fissure. Et tandis que j'étais assise là, sirotant mon thé tiède, une certitude tranquille s'est installée dans ma poitrine. J'insisterai assez pour la dénicher. Mais que trouverais-je au cœur de leur récit parfait et trompeur? Le thé tiède a refroidi dans ma main tandis que je fixais la lettre du groupe financier Prestige. Un nœud d'inquiétude se formant dans mes entrailles. Le bureau de Michel, d'habitude un sanctuaire de livres reliés en cuir et de lumière de lampes chaleureuses, ressemblait maintenant à un mausolée, résonnant de questions muettes. Je me suis dirigée vers son grand bureau en acajou, la surface lisse et froide sous mes doigts. Il l'avait toujours gardé si organisé. Chaque stylo à sa place, chaque document classé avec précision. Cela semblait mal, presque sacrilège, de le déranger. Pourtant, le picotement que les appels de Romain et Solène avaient à me susciter était un malaise que je ne pouvais ignorer. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de Michel, de son héritage. Si ces personnes étaient vraiment ses collègues de confiance, pourquoi leur sincérité semblait-elle si fabriquée? Mon regard est tombé sur un journal en cuir usé, glissé sous une pile de rapports financiers. Ce n'était pas un des grands livres comptables habituels de Michel. Celui-ci semblait différent, plus doux. Je l'ai ouvert, les pages cassantes avec l'âge. À l'intérieur, de la main familière et précise de Michel, se trouvaient des notes non pas d'action ou d'obligation, mais de personnes. Des noms, des dates, de petits symboles étranges à côté de chaque entrée. Mon cœur a fait un bond. Ce n'était pas des affaires. Cela ressemblait à une enquête. Michel, mon fiable et prévisible Michel, adorait les bons romans policiers. Il disait souvent, avec un clin d'œil, « Les meilleures histoires sont celles où il faut creuser pour trouver la vérité. » Simone. Avait-il creusé? Une pensée glaçante s'est insinuée. Romain et Solène pouvaient-ils être liés à ce que Michel cherchait? La question planait lourdement dans l'air, une accusation silencieuse. J'ai pris le téléphone. Romain avait appelé 2 fois ce matin-là, laissant des messages empreints d'une politesse presque agressive. « Je prends des nouvelles, Madame Duval. Le temps est essentiel concernant ce virement. Michel aurait voulu que nous agissions rapidement. » J'ai composé son numéro. « Romain, ai-je dit, ma voix soigneusement neutre, je suis toujours en train de revoir les documents que vous avez envoyés.
Il y a quelques points qui me confondent. Un battement de silence de son côté. Bien sûr, Madame Duval. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Cependant, comme je l'ai mentionné, la fenêtre de tir pour cet investissement particulier est assez étroite. Son ton était doux, mais un léger courant d'impatience, comme une ondulation sur une eau calme, ne m'a pas échappé. Peut-être que Solène pourrait vous guider ? Elle est exceptionnellement douée pour expliquer les instruments financiers complexes. Ce serait parfait, ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon calme. Peut-être un appel vidéo ? Je trouve cela plus facile à suivre lorsque je peux voir les documents moi-même. Une autre pause subtile. Un appel vidéo ? Oui, cela peut certainement être arrangé. Bien que, pour des raisons de sécurité, nous préférions limiter les discussions délicates au téléphone ou au courriel crypté. Peut-être un rendez-vous en personne ? Oh, je ne voudrais pas vous déranger, ai-je dit, un léger sourire effleurant mes lèvres. L'appel vidéo conviendrait parfaitement. Quand serait un bon moment pour Solène ? Je pouvais presque entendre son calcul interne. Laissez-moi vérifier son emploi du temps. Elle est incroyablement occupée, comme vous pouvez l'imaginer. Avec les affaires de Michel, il a promis de rappeler. Il ne l'a pas fait. Solène a appelé à la place, sa voix un peu plus perçante qu'avant. « Madame Duval, Romain a mentionné vos questions. Nous craignons que vous ne retardiez ce transfert crucial. Le fonds que Michel a sécurisé est extrêmement sensible au temps. »« Je comprends, » ai-je répondu, mon regard fixé sur une photo encadrée de Michel, son sourire chaleureux et sincère. C'est juste que Michel était si méticuleux. J'essaie de suivre son chemin. J'ai trouvé certaines de ses vieilles notes et j'essaie juste de les concilier avec ce que vous avez envoyé. C'était un coup de sonde, un test, le silence à nouveau. Plus long cette fois. Vieille note ? A demandé Solène, sa voix tendue, trahissant une lueur de quelque chose au-delà de l'inquiétude. Michel gardait tout si privé. Nous sommes ses interlocuteurs officiels. Il n'y a pas besoin que vous creusiez. Le mot planait dans l'air, lourde d'un avertissement tacite. « Oh, ce n'est rien de majeur », ai-je dit, feignant la décontraction. Juste ces réflexions personnelles sur certains marchés. Cela me prend juste un peu plus de temps pour relier les points. Le mensonge me semblait étrange sur la langue, mais nécessaire. Son malaise était presque palpable maintenant. « Eh bien, » a finalement dit Solène, forçant un ton plus léger. « Nous voulons rendre les choses aussi faciles que possible pour vous. Et si nous envoyons quelqu'un récupérer les documents signés et les instructions de virement demain, cela vous éviterait les tracas. C'est très gentil, » ai-je dit. Mais une certitude tranquille s'était solidifiée dans ma poitrine. Mais je pense que je les déposerai moi-même. Ce serait bon de vous rencontrer enfin tous les deux en personne. Son « oh » hésitant était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'ai raccroché le téléphone, le récepteur lourd dans ma main. Le picotement initial d'inquiétude s'était aiguisé en une froide et dure résolution. Il ne voulait pas que je creuse. Il ne voulait pas que je me présente. Et c'est, ai-je réalisé, exactement ce que je devais faire. Leur réticence était un phare, me guidant vers la vérité. Le jeu, je le compris, ne faisait que commencer. Quel secret leur façade soigneusement construite trahirait-elle lorsque je les regarderais dans les yeux? D'après vous, l'immeuble du groupe financier Prestige s'élevait. Une façade de verre élégante, reflétant le soleil matinal, promettant une transparence dont il était totalement dépourvu. Mes mains, maintenant fermes, serraient le volant tandis que je garais ma berline modeste de l'autre côté de la rue. Le nom sur la plaque en laiton scintillait, mais une suspicion tranquille, cultivée au fil des jours à relire le journal de Michel, vibrait sous ma peau.
Il ne s'agissait pas seulement des affaires en suspens de Michel. J'avais l'impression de monter sur une scène où une performance allait se dérouler. Le hall d'entrée, en marbre poli, régnait une atmosphère feutrée, imprégnée d'une légère odeur de café froid et de désespoir. Une jeune femme, impeccablement vêtue, était assise derrière un bureau en bois sombre. Simone Duval, pour Romain et Solène. Ai-je déclaré, ma voix claire malgré le léger tremblement dans ma poitrine. Elle cligna des yeux, une lueur de surprise. « Ils ne vous attendent pas, Madame Duval. » Mon sourire était mince, tendu. « Oh, mais je suis sûre qu'ils feront une exception. Il s'agit de l'héritage de Michel, après tout. » Les mots planaient dans l'air, un défi subtil. Elle a décroché le téléphone. Sa voix s'est baissée, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement, tandis qu'elle écoutait. « Ils arrivent tout de suite », a-t-elle finalement dit. Son ton soudainement feutré. Romain a émergé le premier. Son sourire trop large, trop rapide. Solène le suivait, une chaleur forcée dans ses yeux. « Simone, quelle surprise !» a tonné Romain, tendant une main étrangement douce, presque moite. Nous étions justement sur le point de vous rappeler. Le regard de Solène a balayé le hall. Un éclair d'irritation traversant ses traits, avant qu'elle ne les fasse. Oui, nous étions en train de finaliser quelques détails. Si prévenant de votre part de venir de si loin. Ils m'ont mené le long d'un couloir étroit, étonnamment quelconque. Les collègues estimés, qui parlaient des grandes visions de Michel, avaient un bureau qui ressemblait plus à une location temporaire, dépourvu de l'atmosphère vécue d'une entreprise bien établie. Pas de photos encadrées de partenaires souriants, pas de bibliothèque débordante, juste des œuvres d'art génériques et des portes silencieuses écloses. Nous sommes entrés dans une petite salle de conférence. Une seule et grande table en verre dominait l'espace, vide à l'exception d'une pile de brochures, portant le même logo élégant. « Veuillez vous asseoir », a fait Solène, agitant vaguement la main vers les chaises vides. Romain s'est appuyé contre la table, essayant de paraître détendu. « Alors, à propos de ces documents que vous avez mentionnés, des préoccupations spécifiques ?» Il essayait de m'attirer, de contrôler le récit. J'ai maintenu mon regard ferme. Juste quelques détails sur les investissements urgents que Michel aurait prétendument garantis. Il était si méticuleux avec ses documents. J'essaie juste de comprendre l'urgence de ces virements. Je les observais. Les yeux de Romain ont jeté un coup d'œil à Solène, un signal silencieux. Solène s'éclaircit la gorge. Michel était un visionnaire, Simone. Parfois, ses plans avançaient plus vite que les délais conventionnels. Ce fonds, par exemple, c'est une opportunité unique, extrêmement sensible au temps. Nous essayons simplement d'honorer ses intentions. Mes yeux ont balayé la pièce du regard. Sur une petite crédence dans le coin, se trouvait une photo générique encadrée d'argent. C'était une image de banque de données d'un horizon urbain. Pas une seule touche personnelle. Pas de photo de Michel, pas de photo de groupe de collègues. Mes entrailles se sont nouées. « Je comprends », ai-je dit, une cadence lente et délibérée à mes mots. Mais Michel avait aussi une manière très spécifique de documenter ses placements. Il tenait des dossiers méticuleux, souvent dans un petit journal en cuir. Romain a frémi. Un petit tressaillement presque imperceptible autour de son œil. Le sourire de Solène a vacillé une fraction de seconde. « Ses affaires personnelles », a dit Solène, forçant un rire léger. « Nous n'en saurions rien, Simone. Notre travail était purement professionnel, des finances de haut niveau. »« Bien sûr », ai-je répondu, une certitude tranquille s'ancrant plus profondément en moi. Mes yeux ont rencontré les leurs, soutenant leurs regards. Ils étaient bons, rodés, mais sous le vernis de leur façade,
Une peur subtile commençait à transparaître. Ils voulèrent que je parte. Ils voulèrent que les documents soient signés. Et ils ne voulèrent certainement pas que je pose des questions sur les notes personnelles de Michel. La performance a continué. Un ballet tendu d'évasion et de fausses sollicitudes. Je suis partie 30 minutes plus tard. Les documents non signés toujours dans mon sac. Leurs adieux forcés résonnant à mes oreilles. Le silence de ma voiture fut comme un sanctuaire, après leurs amabilités forcées. Je n'avais pas montré mon jeu, mais j'avais vu le leur. La fraude ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait d'effacer la vérité de Michel. Et maintenant, je savais exactement où chercher ensuite. Jusqu'où iraient-ils pour garder leurs secrets enfouis, à votre avis? Le silence de ma voiture après avoir quitté le groupe financier Prestige fut comme un profond soupir de soulagement. Mais l'air dans ma maison, plus tard, cet après-midi-là, était épais de vérité tue. Je me suis dirigée directement vers le bureau de Michel, la seule pièce de la maison que j'avais à peine touchée depuis son décès. Sa présence y flottait encore, une légère odeur de vieux papier et du tabac à pipe qu'il fumait parfois. Le monde extérieur, au-delà de la fenêtre, s'estompait vers le crépuscule, baignant la pièce de longues ombres douces. J'ai tiré le journal en cuir usé de sous les rapports financiers sur son bureau. Il semblait plus lourd qu'il n'y paraissait, lesté non pas de papier, mais de secrets. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Michel, le craquement familier des ressorts, une légère consolation. Le journal était ouvert sur le bureau. Chaque page était remplie de son écriture méticuleuse. Mais ce n'étaient pas les notes financières habituelles. C'étaient des noms, des adresses, des dates, et à côté d'eux des notes cryptiques. La clairière refusée, le lac d'argent, contact établi, mention à revoir. Elles ressemblaient aux coordonnées d'une carte cachée. Une vie que Michel avait gardée entièrement séparée de la mienne. Il avait toujours été secret. Un homme silencieux qui gardait ses pensées pour lui. Mais cela ressemblait à un cloisonnement délibéré de son existence. Mes doigts ont parcouru l'encre pâlie. Sur une page, un nom a sauté aux yeux. Romain Dupré. Contact 1702. La date remontait à presque un an. Romain Dupré. Était-ce bien ce Romain? L'homme du groupe financier Prestige? Ma respiration s'est coupée. Une autre entrée, juste en dessous. Solène Dubois, suivi 0503. Solène, leur nom, niché parmi ces étranges entrées codées, m'ont glacé le sang. Ce n'étaient pas seulement des collègues, ce n'était pas professionnel. Michel les avait suivis. Ou peut-être l'avait-il suivi, lui? La pensée m'a donné des frissons. Je me suis souvenu alors d'une conversation fugace au dîner, des mois auparavant. Juste quelques vieilles affaires en suspens, avait murmuré Michel, d'un geste de la main désinvolte, quand j'avais posé des questions sur un appel tardif. Ses yeux avaient esquivé mon regard, une rare échappatoire. Je n'avais pas insisté, mettant cela sur le compte de sa nature discrète. Maintenant, ce souvenir avait un goût amer, une graine de doute fleurissant enfin en une suspicion glaçante. J'ai passé des heures, guidée par la main précise de Michel, passant au crible ses dossiers personnels. De vieux carnets d'adresses, des albums photos poussiéreux, même une boîte de lettres datant de décennies. J'ai sorti une loupe, scrutant les petits caractères, l'écriture pâlie. Mes propres compétences de détective, affûtées par des années de mots croisés et à me creuser la tête sur des mystères de bibliothèque, ont commencé à s'éveiller, à vibrer. Regarde de plus près, Simone. La voix de Michel semblait me murmurer à l'oreille. Le diable est dans les détails, dans un album, caché derrière une photo passée par le soleil de Michel et moi, le jour de notre mariage. J'ai trouvé une photo sépia, toute friable. 3 jeunes hommes, mal à l'aise dans des costumes mal ajustés.
se tenait à côté d'un homme plus âgé, au visage sévère. L'un des jeunes hommes présentait une ressemblance frappante avec Michel. Ses yeux, la légère courbe de son sourire. Mais ce n'était pas lui. C'était proche, trop proche. Et les deux autres visages. J'ai reconnu un Romain plus jeune, son sourire un peu trop empressé, et une Solène hésitante, ses yeux portant déjà cette méfiance familière. La photo était marquée au dos d'une écriture inconnue. Les Dupré, été 72. Dupré, le nom de famille de Romain. Ce n'étaient pas des associés du groupe financier Prestige. Ils étaient tout autre chose. De la famille, des parents éloignés dont Michel n'avait jamais parlé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ce n'était pas une fraude sophistiquée contre une veuve en deuil. C'était personnel. Michel les connaissait. Il avait des secrets, profonds, qui remontaient à des décennies. Les affaires en suspens n'étaient pas un simple investissement. C'était une histoire, ensevelie sous des années de silence. Plus je cherchais, plus les pièces s'emboîtaient, formant un tableau bien plus troublant que je n'aurais pu l'imaginer. Michel ne connaissait pas seulement ces gens. Il était intimement, peut-être tragiquement, impliqué avec eux et leurs intentions. J'ai réalisé avec une appréhension croissante, étaient bien plus complexes qu'une simple cupidité. Quelle trahison cachée, me suis-je demandé. Ce passé entremêlé recelait-il, attendant de m'enfermer dans ces fils impitoyables. La vieille photographie, passée par le temps, semblait une ligne sous tension dans ma main, vibrant d'une histoire non dite, qui tordait la mémoire de Michel en quelque chose de méconnaissable. Les Dupré étaient 72. Le lettrage brut au dos était un contrepoint frappant à la fraude polie que Romain et Solène avaient tentée. Ce n'étaient pas des inconnus. Ce n'étaient pas de simples collègues. Ils étaient liés à Michel, liés par quelque chose qui allait plus loin que l'argent, peut-être par le sang même. La pensée m'a parcouru d'un frisson. Combien de secrets Michel avait-il gardés enfouis sous son comportement discret? Des secrets qui menaçaient maintenant de me consumer. Mes mains, bien que fermes, tremblaient légèrement, tandis que je sortais les vieux albums de famille de Michel, rangés dans le coffre en cèdre du grenier. Des particules de poussière dansaient dans le filet de lumière, filtrant à travers la petite fenêtre, alors que j'ouvrais, album après album, tournant les pages des fêtes, des anniversaires, des vacances. Je cherchais des visages, des indices, le moindre soupçon d'un lien avec la famille Dupré ou avec Romain et Solène. Mes doigts ont effleuré des images granuleuses en noir et blanc de Michel enfant, un sourire timide, des yeux sérieux, aucun inconnu familier, aucun visage de cette photo troublante de 72. C'était comme si cette partie de la vie de Michel, ces Dupré, avait été délibérément extirpée de notre histoire commune. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était Romain. Sa voix, autrefois douce, avait maintenant une pointe d'impatience contenue. « Madame Duval, nous attendons toujours ces documents. La date limite pour le virement approche à grands pas. Nous ne voudrions pas que vous manquiez cette opportunité. » Opportunité ? Ai-je répété, ma voix froide. Ou obligation, Romain. J'essaie toujours de comprendre les intentions de Michel. Et franchement, votre récente réticence à nous rencontrer en personne soulève des questions. Une inspiration brusque de son côté. Ma chère Madame Duval, il n'y a aucune réticence. Nous respectons simplement votre temps. Ces affaires se traitent mieux avec efficacité. Il essayait de reprendre le contrôle, de me ramener à leur récit, soigneusement élaboré. Mais je savais mieux. Son urgence ressemblait moins à une courtoisie professionnelle qu'à une course effrénée, désespérée. « En effet, dis-je, marquant une pause délibérée,
Et à propos d'efficacité, j'ai examiné certains documents plus anciens de Michel. De très vieilles photographies, en fait, de 1972. Si ma mémoire est bonne, elles montrent une ressemblance frappante entre vous, Solène et Michel. Pourriez-vous m'éclairer sur ce lien ? Le silence qui a suivi fut assourdissant. Un vide soudain et brutal, là où son aplomb habituel avait été. J'entendais presque son esprit s'emballer, cherchant désespérément un mensonge plausible. « Des photographies ?» bégaya-t-il finalement, sa voix frêle. Je ne suis pas sûre de ce à quoi vous faites référence. Michel avait de nombreux associés au fil des ans. « Bien sûr, » ai-je répondu, un petit sourire entendu effleurant mes lèvres. « Mais pas beaucoup de l'été 72, j'imagine. Avec le nom Les Dupré au dos, j'enfonçais le couteau plus profondément. Plutôt spécifique, ne trouvez-vous pas ? Il toussa. Un son sec et nerveux. Écoutez, Madame Duval, cela devient ridicule. Notre affaire est strictement professionnelle. Si vous allez fouiller dans une histoire personnelle sans rapport, nous pouvons simplement fermer ce compte et nous retirer. Ce serait dommage étant donné les souhaits de Michel, mais les souhaits de Michel sont précisément ce que j'essaie de découvrir, Romain. L'ai-je interrompu, ma voix ferme, et je suspecte que la vérité de ces souhaits se trouve bien au-delà des documents que vous avez fournis. Je ne cherche pas seulement des signatures, je cherche des réponses. Et j'ai le sentiment que ces réponses sont plus proches que vous ne le pensez. Peut-être même dans cette maison. J'ai raccroché, sans attendre sa réponse. Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et de clarté grisante. Il était ébranlé. Le téléphone sembla soudain plus léger dans ma main, chargé d'une nouvelle puissance. Je savais alors. Ce n'était pas seulement une affaire de fraude. C'était un secret de famille, une histoire cachée que Michel avait emportée dans sa tombe. Et Romain et Solène étaient désespérés de la garder enfouie. Mon prochain mouvement devait être précis, calculé. Je devais déterrer le passé de Michel, et je savais exactement où commencer à creuser. Quelle vérité dévastatrice, me suis-je demandé. Michel avait-il caché si longtemps? Et comment son dévoilement changerait-il tout ce que je pensais savoir de lui? Le silence paniqué de Romain au téléphone était toute la confirmation dont j'avais besoin. La vérité n'était pas enfouie dans des registres financiers, mais dans le passé caché de Michel lui-même. L'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus de 40 ans, était soudain une énigme. Son histoire fracturée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Mon regard a balayé les objets familiers de notre maison, des reliques d'un voyage partagé, maintenant obscurcis par une incertitude troublante. Je devais trouver les racines de cette tromperie, et je savais que les plus vieux secrets se nichaient souvent dans les endroits les plus calmes, les plus oubliés. J'ai commencé dans le grenier, un royaume poussiéreux où les souvenirs sommeillèrent dans des cartons, empilés contre les plafonds inclinés. L'air était lourd du parfum de vieux papiers et de cèdres oubliés. La lumière du soleil, mince et pâle, filtrait à travers une fenêtre sale, illuminant les particules de poussière dansantes, rendant cet espace tranquille, ancien et solennel. Ici, Michel gardait des vestiges de sa jeunesse, des choses dont il parlait rarement. De vieux carnets de notes scolaires, des dessins d'enfants, un gant de baseball défraîchi, des fragments d'un mois que je connaissais à peine. J'ai travaillé lentement, délibérément, soulevant les couvercles, passant au crible des couches de vieux journaux jaunis, servant d'emballage. Sous une collection des vieux manuels universitaires de Michel, dans une boîte marquée simplement « Photos de famille avant nous », je l'ai trouvé. Pas un album soigneusement organisé, mais une pile lâche de photographies en noir et blanc, leurs bords gondolés par le temps. Beaucoup étaient des visages inconnus,
Des parents éloignés peut-être. Mais alors, elle était là, une autre copie exacte de la même photo sépia que j'avais trouvée plus tôt. Les Dupré étaient 72. Cette fois, cependant, un nom était gribouillé au dos d'une écriture différente. Une main moins formelle que celle du père de Michel, mais indéniablement liée. Mes cousins, Romain et Solène, avec oncle Thomas. Cousins, le mot a atterri dans mon esprit comme un coup physique. Pas des associés, pas des inconnus. La famille, Romain Dupré, Solène Dubois, les cousins de Michel. Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Pourquoi avait-il gardé cette partie de sa vie si complètement séparée, si minutieusement effacée de notre récit commun? La confiance polie, la sympathie fabriquée, les appels urgents, tout cela se tordait en une trahison bien plus sombre, plus personnelle. Ce n'était pas seulement une arnaque, c'était une violation d'une confiance plus profonde, une manipulation délibérée par des gens qui connaissaient ces Michel, qui me connaissaient. J'ai trouvé plus. Un document légal fané, glissé dans une vieille Bible de famille, décrivant un héritage précoce d'un parent éloigné. Une petite parcelle de terre qui devait être partagée entre Michel et ses deux cousins, Romain et Solène Dupré, enfants de l'oncle Thomas, décédé de Michel. Mais un amendement ultérieur, daté quelques semaines seulement avant notre rencontre, à Michel et moi, montrait sa part augmentée de manière significative, celle des cousins drastiquement réduite, presque à néant, en raison de l'abandon des obligations familiales de leur père. Un profond sentiment de froide compréhension m'a envahi. C'était la blessure. C'était l'histoire que Michel avait enfouie, la raison de leur revendication. Mon Michel, l'homme honnête et stable que j'adorais, avait été complice d'une offense familiale, d'une trahison envers sa propre chair et son propre sang. Et maintenant, ce grief non résolu avait couvé, éclatant des années plus tard en une attaque calculée contre moi, la veuve insoupçonnée. L'air dans le grenier sembla soudain mince, suffocant. Je serrai la vieille photographie, ses bords s'enfonçant dans ma paume. Mon mari, l'homme que je pensais connaître complètement, avait porté ce lourd secret, me laissant faire face à ses amères conséquences. Quelles autres vérités me suis-je demandé? Son silence dissimulait-il, attendant de surgir des profondeurs pour exiger leur douloureuse reddition de compte? Le document légal jauni du grenier, détaillant l'héritage modifié de Michel, me brûlait les mains comme un acte d'accusation cruelle de sa vie cachée. Michel, mon roc, mon Michel, avait sciemment spolié sa propre famille. La colère qui avait alimenté mon enquête s'entremêlait maintenant à une douleur cuisante, non seulement pour lui, mais pour les années perdues, les ressentiments tus qui avaient écouvé. Romain et Solène n'étaient pas de simples escrocs, c'étaient des êtres désespérés, pris au piège d'un cycle né d'une injustice vieille de plusieurs décennies. Leur grossière tentative d'escroquerie me semblait soudain moins comme une pure méchanceté que comme une tentative désespérée et mal avisée de récupérer ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. La justice pouvait-elle être si simple quand la trahison revêtait tant de visages? J'ai passé une nuit blanche, arpentant les couloirs silencieux d'une maison qui semblait désormais pleine de fantômes et de vérités complexes. Les mensonges rodés et bien huilés de Romain et Solène défilaient dans mon esprit, mais je les voyais maintenant sous un angle différent. Les suppliques désespérées des cousins appauvris de Michel. Pouvais-je les livrer purement et simplement aux autorités, connaissant la profondeur de leur conviction de la trahison de Michel? Michel m'avait laissé une fortune, oui, mais aussi ce dilemme moral profond et déchirant. Il avait tissé une tapisserie de silence, et il me revenait maintenant d'en démêler les fils entrelacés, alourdis par le poids
de son passé non résolu. Le lendemain matin, les premiers rayons de l'aube peignaient le jardin d'un or doux. Mais je ne ressentais aucune paix. J'avais besoin de conseils, pas seulement juridiques, mais moraux. J'ai appelé ma vieille amie, Éléonore Vasseur, une avocate à la retraite dont la sagesse m'inspirait plus confiance que quiconque. Sa voix, chaude et posée, était un baume. « Simone, il est tôt. Tout va bien ?»« Non, Éléonore, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Rien ne va bien. J'ai besoin de ton aide. Il s'agit de Michel, et d'un secret qu'il gardait, un très ancien secret. » Elle écouta sans interruption tandis que j'exposais tout. La tentative de fraude, mon enquête, les révélations du grenier, les documents légaux déterrés et la photographie accablante. Le silence à l'autre bout du fil s'était tiré, lourd de compréhension. « Alors, c'est de la famille ?» murmura finalement Éléonore. « Et ils croient que Michel les a spoliés de leur héritage. C'est ce qu'ils croient !» confirmai-je. Ils croient vraiment être les héritiers légitimes, qu'il les a injustement déshérités. Leurs actions, aussi méprisables fussent-elles, provenaient de cette conviction profonde. Ils essayaient de redresser ce qu'ils considérèrent comme une injustice. Mes mains se sont crispées. Que dois-je faire, Éléonore? Dois-je porter plainte? Les laisser faire face aux conséquences de leur fraude? Même en sachant cela, Éléonore soupira. Un son doux et empreint de compassion. Légalement, Simone, leurs convictions n'excusent pas la fraude. Mais en termes de justice, c'est une autre affaire. Vous avez toutes les cartes en main maintenant. Vous pourriez les ruiner? Oui. Ou vous pourriez choisir une voie différente. Une voie différente. Les mots résonnaient dans mon esprit, offrant un aperçu de quelque chose au-delà de la simple rétribution. La fortune de Michel, la chose même qu'il cherchait à voler, pourrait devenir un outil de guérison, pas seulement de punition. Je regardais la roseraie, symbole des soins méticuleux de Michel, nécessitant maintenant un autre genre d'attention. Je pensais à Romain et Solène, non pas comme à des malfaiteurs, mais comme à des morceaux fracturés du passé de Michel. « Et si ?» commençai-je, ma voix gagnant en force. « Et si je ne portais pas plainte? Et si l'héritage de Michel devenait un moyen de réparer, pas de briser ?» J'expliquais mon idée. Une fondation fiduciaire pour les enfants de Romain et Solène, un soutien discret, assurant leur éducation et un nouveau départ, non pas comme une récompense pour la fraude, mais comme un baume pour une vieille blessure familiale. C'était un choix audacieux, défiant la simplicité satisfaisante de la vengeance. Éléonore n'a pas immédiatement acquiescé, mais je pouvais entendre son respect, silencieux. « C'est un choix très généreux, très Simone, » dit-elle. « Mais c'est votre argent, votre douleur. Êtes-vous sûre d'être prête à faire ce genre de paix? » J'ai pris une grande inspiration. « J'en suis sûre. Michel a choisi d'enfouir cette blessure. Moi, non. Ce ne serait pas facile. Il y aurait de la confusion, peut-être même de la résistance de la part de Romain et Solène, mais c'était ma voix. Un sentiment profond de libération s'est emparé de moi, remplaçant le nœud d'appréhension. Je ne résolvais pas seulement une énigme. Je réécrivais un héritage, en commençant par un acte de grâce. Mais comment, me suis-je demandé, ceux qui cherchaient à tout prendre réagiraient-ils lorsqu'on leur offrirait une chance inattendue? Comment affronter ceux qui ont essayé de tout voler, non pas avec colère, mais avec une offre de paix? La question résonnait dans mon esprit tandis que j'étais assise dans le bureau discret et réconfortant d'Éléonore. L'odeur de vieux papier et de détermination tranquille planant dans l'air. La lumière du soleil filtrait par la haute fenêtre, illuminant les flocons de poussière qui dansaient dans le calme. J'avais choisi ce terrain neutre,
un environnement de calme professionnel, sachant que la conversation à venir serait tout sauf cela. Éléonore était assise à mes côtés, sa présence une forteresse silencieuse, son regard stable et inébranlable. Les vieux documents légaux et la photographie sépia des Dupré reposaient sur la table en acajou poli entre nous, témoins silencieux de l'histoire complexe sur le point de se dénouer. Un léger coup à la porte, puis Romain et Solène entrèrent. Romain, impeccablement vêtu comme toujours, entra le premier, son sourire un masque cassant, ses yeux balayant la pièce, évaluant. Solène suivit, les épaules légèrement voûtées, son regard évitant le mien, se posant plutôt sur Éléonore, puis sur le sol. Ils choisirent les chaises en face de nous, créant une ligne distincte dans la pièce, une formation de bataille silencieuse. L'air s'épaissit d'une tension non dite. « Madame Duval », commença Romain, sa voix un ton trop fort. « Merci d'avoir enfin accepté de nous rencontrer. Nous commencions à penser que vous nous aviez tout simplement ignorés. Nous avons été très patients concernant les affaires de Michel. » Il essayait toujours de projeter un air de professionnalisme blessé, une subtile accusation dans son ton. Solène resta silencieuse, tirant sur un fil lâche de sa manche. « En effet, » répondis-je, ma voix calme, dissimulant les battements rapides de mon cœur. Je regardai directement Romain, puis Solène, assurant que mon regard retenait le sien. « J'ai accepté de vous rencontrer. Et j'ai beaucoup à dire, non pas sur les affaires de Michel telles que vous les comprenez, mais sur son véritable héritage. » Je fis une pause, laissant les mots s'installer, observant leur réaction. Les yeux de Romain se plissèrent presque imperceptiblement. La tête de Solène se leva, ses yeux rencontrant les miens, un bref instant. Une lueur d'appréhension y brillait. « Je sais qui vous êtes, » déclarai-je. Ma voix basse, claire, transperçant le mince vernis de leurs identités soigneusement construites. La posture confiante de Romain se raidit. Solène tressaillit visiblement, sa main lâchant sa manche. « Vous n'êtes pas de simples associés du groupe financier Prestige. Vous êtes les cousins de Michel, Romain Dupré, Solène Dubois. » Les mots suspendus dans l'air, soudains et tranchants. Le visage de Romain, d'habitude si composé, se fractura. Sa mâchoire se serra, une veine palpitant faiblement à sa tempe. Solène haleta, un petit son étouffé, ses yeux écarquillés d'un mélange de choc et de peur panique. « De quoi parlez-vous » parvint finalement Romain, bien que sa voix fût rauque, dépouillée de son onctuosité habituelle. Il jeta un coup d'œil à Solène, une question silencieuse et désespérée passant entre eux. « Je parle de la vérité, » continuai-je, poussant la photographie sépia sur la table. Elle glissa pour s'arrêter juste devant eux. Été 72, les Dupré, avec l'oncle Thomas, vous, Romain, et vous, Solène. Vous y êtes. Romain saisit la photo, ses doigts tremblant légèrement, tandis qu'il fixait l'image fanée. Solène se pencha, le visage pâle. Leurs yeux, autrefois si gardés, révélaient maintenant une vulnérabilité brute et exposée. Ce fut l'effondrement de leur illusion soigneusement élaborée. Une révélation qui mettait à nu la profondeur de leur tromperie et de leur douleur. « C'est ridicule », marmonna Romain, bien que sa conviction ait disparu, remplacée par un regard désespéré et piégé. « Vous vous trompez, nous n'avons jamais vu ça. C'était un faible mensonge, une dernière et futile tentative de déni. N'insultez pas mon intelligence, Romain, dis-je, ma voix inébranlable. J'ai trouvé ceci dans les effets personnels de Michel, ainsi qu'un autre document, un qui détaillait un héritage, une parcelle de terre, destinée à Michel et à deux cousins, Romain et Solène Dupré, et puis
un amendement ultérieur, réduisant votre part à presque rien, citant l'abandon des obligations familiales de votre père. Le silence qui suivit était suffocant. Solène laissa échapper un souffle tremblant, ses yeux se remplissant de larmes. Romain, serrant toujours la photo, fixa le document légal que je fis glisser sur la table, ses épaules s'affaissant. La façade soigneusement bâtie d'escrocs professionnels s'effondra, révélant les individus bruts et blessés en dessous. Il l'a pris, murmura Solène, sa voix se brisant, les larmes traçant enfin des sillons sur ses joues. Il a tout pris. Après notre père, Michel a promis. Il a promis qu'il veillerait sur nous. Il a promis. Ces mots étaient un torrent de chagrin et de ressentiment longtemps contenu, se déversant sans retenue. « C'est pour ça que vous avez fait ça, n'est-ce pas ?» dis-je, ma voix s'adoucissant, imprégnée d'une tristesse qui était à la fois la mienne et la leur. « Vous croyez simplement récupérer ce qui vous avait été injustement pris. Vous croyez que Michel avait volé votre héritage. » Romain leva enfin les yeux, injectés de sang, une lueur de défi revenant, mêlée d'une profonde honte. Il nous a laissés sans rien, Madame Duval. Rien, pendant qu'il vivait dans ce manoir, avec ses roseraies et sa vie de luxe. Nous avons lutté. Nous avons à peine survécu. Nous méritions une part de ce qui nous revenait. Il frappa doucement du poing sur la table, la frustration et la douleur évidente dans sa voix. Il nous devait ça. Éléonore posa doucement une main sur mon bras, un rappel subtil de la voie que j'avais choisie. J'ai acquiescé, puis j'ai regardé Romain et Solène. « Michel est parti, dis-je tranquillement, et je ne peux pas changer ce qu'il a fait. Je ne peux pas réécrire ses erreurs passées, mais je peux choisir comment y faire face maintenant. Et je peux choisir comment son héritage, celui que j'ai hérité, sera utilisé. » Leurs yeux, encore débordants de douleur et de suspicion, se fixèrent sur moi. Ils s'attendaient à de la colère, des accusations, des menaces de poursuites judiciaires. Ils étaient prêts au combat. « Vous avez essayé de m'escroquer, » continuai-je, ma voix ferme maintenant, bien que non dénuée de douceur. « Vous avez utilisé mon chagrin contre moi. C'était mal, mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Et je refuse de laisser le passé non résolu de Michel continuer à empoisonner une autre génération. » Le front de Romain se plissa. « Que dites-vous » Je dis, je regardais de Romain à Solène, « que je ne vais pas porter plainte. » Leurs bouches s'ouvrirent, incrédules. Les yeux de Romain se posèrent sur Éléonore, puis revinrent sur moi, cherchant une ruse, une clause cachée. Solène essuya furieusement ses larmes, son regard fixe, incrédule. « Je ne ferai pas semblant que ce que vous avez fait était juste, » dis-je, me penchant légèrement. « Mais je ne permettrai pas non plus que la faute de Michel continue de hanter sa famille. Son secret vous a tous divisés, et je refuse d'être celle qui rendra cette division permanente en vous livrant à la justice. » Un silence s'abattit, lourd et profond. Le tic-tac de l'horloge antique d'Éléonore sur le mur sembla inhabituellement fort. Romain et Solène échangèrent un regard. Un moment partagé de confusion brute, de soulagement et de quelque chose s'apparentant à un espoir fragile. « Que voulez-vous » demanda finalement Romain, sa voix à peine un murmure, méfiant, s'attendant à un piège. « Je veux la paix » répondis-je, mon regard inébranlable. « Pour la mémoire de Michel, pour mon propre cœur, et pour vous. Michel m'a laissé une fortune substantielle, une fortune qui inclut la part même qui peut-être aurait dû être la vôtre. » Je pris une grande inspiration. Je veux créer une fondation fiduciaire pour vos enfants, Romain, pour ceux de Solène, pour leur éducation, pour leur avenir. Ce ne sera pas une aumône pour vos actions passées,
mais une fondation pour leur avenir. Une chance de briser ce cycle générationnel d'amertume et de ressentiment. Une façon de réparer enfin une profonde injustice. Leur visage était une étude d'incrédulité. Solène commença à pleurer ouvertement. Des sanglots silencieux et déchirants qui secouaient sa fine silhouette. Romain, d'habitude si composé, semblait complètement défait, ses yeux se remplissant de larmes. Un mélange profond de honte, de gratitude et de choc total se livrant bataille sur son visage. Ce n'était pas la rétribution à laquelle il s'était repréparé. C'était un acte de grâce. Une offre inattendue de guérison là où il n'avait connu que la souffrance. « Ce sera géré par Éléonore », expliquai-je, désignant mon ami, qui leur offrit un petit sourire compatissant. Une supervision indépendante, pour s'assurer que ce sera utilisé pour leur bien. Et peut-être, je les regardais tous les deux. Un minuscule sourire plein d'espoir effleurant mes lèvres. Peut-être que ce sera le début de quelque chose de nouveau. Une chance pour nos familles de connaître enfin la paix, de guérir ce qui a été brisé. Romain hocha lentement la tête, incapable de parler, son regard fixé sur la table, le poids de tant d'années de ressentiment et la légèreté soudaine d'une miséricorde inattendue, pesant sur lui. Solène, toujours en pleurs, tendit la main à travers la table, sa main agrippant hésitamment la mienne. Son toucher était chaud, fragile, une supplique silencieuse pour le pardon. Une lueur de connexion que je n'aurais jamais cru possible. J'étais venue chercher justice, armée de preuves et d'un désir ardent de protéger ce qui m'appartenait. Mais en déterrant les secrets de Michel, j'avais trouvé une autre sorte de justice. Une justice qui ne concernait pas la punition, mais la réparation, la réconciliation. Le choix de semer des graines de grâce, là où l'amertume avait autrefois pris racine. C'était un chemin que Michel lui-même n'avait jamais osé prendre, me laissant affronter les conséquences de son silence. Mais en étant là, sentant la main tremblante de Solène dans la mienne, sachant que l'héritage de Michel servirait enfin à guérir plutôt qu'à nuire, je compris que la vraie force n'était pas seulement de découvrir la vérité, mais de choisir quoi en faire. Mon choix fut de réparer ce que Michel avait brisé, créant un nouveau départ des cendres des anciennes trahisons. Et ainsi, une entente silencieuse s'installa entre nous. Non pas une victoire, mais une paix délicate, durement acquise, tissée d'années de douleurs enfouies et d'un unique, inattendu acte de grâce. Que pensez-vous du choix de Simone ? Auriez-vous fait de même ? Ou auriez-vous cherché une autre forme de justice ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Vos opinions comptent vraiment pour moi.